Quelle contribution chrétienne à la réflexion éthique sur la médecine prédictive? Ce beau mot, c'est un beau mot, contribution, dit tout à la fois la modestie, car personne ne saurait tenir une position de surplomb, et l'ambition de participer à une réflexion commune, en raison, car aucune religion ne peut se dispenser du travail de raison, a fortiori la religion chrétienne, qui proclame que le logos divin, le verbe, c'est-à-dire la parole, l'intelligence, la raison, s'est incarné. Contribuer, c'est donc participer à la tâche commune de la raison qui tente de comprendre la réalité actuelle et les ambitions thérapeutiques de la médecine génétique prédictive, qui conduit la délibération en évaluant les arguments scientifiques, sociopolitiques, éthiques, économiques, on en a une belle illustration aujourd'hui, et qui doit aussi, c'est très important, justifier publiquement les décisions prises. Contribuer, c'est peut-être là que vous m'attendez, c'est aussi montrer comment une tradition d'interprétation biblique peut encore inspirer la réflexion commune selon ces trois corpus. Le corpus de la sagesse suscite le travail de la raison, organisant le monde commun, tant du point de vue de l'usage des techniques et des savoir-faire, que du point de vue politique, on l'a entendu beaucoup ici, en discernant les orientations conformes au bien commun et en régulant les forces de proposition et d'action. Le corpus prophétique propose une manière d'élaborer une vision commune, en tout cas d'un avenir désirable. Quel est l'avenir désirable? Une manière d'élaborer une vision commune d'un avenir désirable selon la justice. Il manifeste en quelque sorte la capacité des religions de mettre en œuvre ce que j'appelle les forces imaginantes et intégrantes pour dessiner avec d'autres un horizon de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes, selon la définition de la visée éthique par le philosophe Paul Ricoeur. Enfin, le corpus normatif nous incite à chercher ensemble des règles à prétention universelle en luttant contre les déviations éthiques induites par les peurs paralysantes, peur de la vulnérabilité, peur de souffrir, peur de mourir, peur de l'autre, et contre les formes idolâtriques du pouvoir, de l'avoir et du savoir qui aliènent notre dignité et notre liberté. J'insisterai beaucoup sur le rapport aux peurs, et tout à l'heure on a entendu de la part du professeur Kayat, en fait, un surcroît de technique appelle un surcroît d'humanité. Et vous avez beaucoup parlé justement du rapport à la souffrance, et apprendre à ne pas avoir peur pour accompagner. Donc j'y reviendrai. Donc ma contribution sera organisée en 3 temps. J'ai 12 minutes, c'est ça. 3 mots-clés, raison. La laïcité, c'est la raison. Une vision, c'est-à-dire un horizon de la vie bonne, et nous avons besoin de redessiner les horizons de la vie bonne, ne serait-ce qu'au niveau politique, et ensuite normalisation, ça sera très rapide. D'abord, une participation au travail de la raison, car c'est un travail. Quelques tâches de la raison, en tant qu'elle a la raison commune, Emmanuel Hirsch aurait dit la raison démocratique, n'est-ce pas? La raison qui travaille à l'élaboration d'un monde commun me paraissent nécessaires. Premièrement, on l'a dit, informer avec pédagogie le grand public sur les techniques génétiques, les possibilités offertes, les incertitudes et les risques. Oui, les incertitudes, notamment de la prédiction. Il ne peut y avoir de délibération collective, de voix au chapitre, aurait dit la tradition monastique, n'est-ce pas, c'est-à-dire de raison publique, sans ce travail d'information et d'approche critique des discours de la prédiction. La raison doit exercer un discours critique sur la prédiction. Deuxièmement, faire un travail critique sur les représentations induites par les sciences en distinguant les modèles scientifiques des métaphores parfois erronées qui impressionnent les imaginaires, suscitent de faux espoirs et évidemment tentent d'influer sur le financement de la recherche. C'est le cas notamment de la métaphore du programme génétique, même si on ne le dit plus comme ça exactement maintenant, calquée sur la métaphore du programme informatique. Certains scientifiques, comme Henri Atlan ou plus récemment Arnold Munich, dans son dernier ouvrage au titre évocateur, « Programmer mais libre, les malentendus de la génétique », font déjà, me semble-t-il, ce travail pédagogique. Mais il est vraiment à faire dans le grand public. Qu'est-ce que faire de la science? C'est quoi? Troisièmement, contribuer à valoriser l'héritage de Georges Canguilhem, qui, dans le célèbre ouvrage « Le normal et le pathologique » que lisent tous les étudiants en médecine, n'est-ce pas, distingue la normalité médicale objective, on en a parlé, reposant sur des statistiques, et la normalité médicale subjective et individuelle, comprise comme la capacité à valoriser et à structurer son propre monde et son mode de vie. La raison ne se réduit pas à une capacité calculatoire. Elle est la capacité libre de l'intelligence de configurer son propre monde et le monde commun dans l'affrontement à ses limites.
Participer au travail de la raison, c'est en ce sens s'opposer à la désubjectivation de la médecine, qui transformerait la médecine en ingénierie de santé. Et c'est pour moi un enjeu capital. Je dis ça à nos étudiants en médecine. Le grand risque, c'est que vous ne soyez plus des médecins, c'est que vous soyez des ingénieurs de la santé. Alors on vous demande des prestations d'ingénierie, vous les faites. Mais l'essence de la médecine, ce n'est pas ça. L'essence de la médecine, c'est la relation médicale. Donc je m'inscris tout à fait dans ce que vous avez dit précédemment et ce que d'autres ont dit. Voilà. Donc, et ça va dépendre du coup du modèle de la personne que nous avons. Voilà. Est-ce que nous avons le modèle d'une personne, il y a un jeu qui dispose d'un corps, qui est une espèce d'instrument, ou bien il y a un modèle bio, psycho, socio, spirituel de la personne, où la personne est constituée de dimensions qui sont à honorer dans la relation médicale. Et il faut tenir compte de toutes ces dimensions. Voilà. Bon. Donc au centre, la relation médicale, le professeur Kayat a dit « nous serons là ». Ben, c'est ça, nous serons là, quel que soit ce qui arrive. Voilà. Quatrièmement, interroger collectivement nos propres peurs de souffrir et de mourir, nos algophobies croissantes, qui obscurcissent le travail de la raison, cherchant dans l'intelligence commune et la solidarité comment répondre à la maladie, en anticipant dans la précaution et la confiance. Dans l'Évangile, et ça me frappe beaucoup, le Christ commence souvent par dire « ne craignez pas ». Parce que quelqu'un qui a peur, il perd sa raison. Il n'y a pas d'allusion politique à ce que je dis. Hein. Valoriser la raison, c'est aussi interroger nos peurs et nos imaginaires et désamorcer leur potentiel mortifère. C'est très important de travailler sur les imaginaires, parce que nous agissons avec des imaginaires. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Stromae, Cancer, Cancer, je vous conseille de la regarder. Là, il y a un imaginaire de la relation cancer, où vous avez le crabe cancer qui va tac, et il y a l'âme qui part, etc. C'est fabuleux. Donc il y a un travail à faire sur les imaginations, parce que les imaginations, elles mobilisent des énergies. Premièrement. Deuxièmement, une vision ou une proposition d'un horizon de la vie bonne. Selon l'héritage chrétien de réflexion éthique, le travail de la raison est inséparable d'une proposition, c'est-à-dire d'une vision, il faut regarder, de la vie désirable, une proposition d'un horizon commun de la vie bonne en société. J'en mentionne 3 éléments. Le premier élément qui dessine cet horizon de la vie bonne est celui de la valeur absolue de l'être humain, une valeur fondée théologiquement sur la création de l'homme, de l'être humain à l'image de Dieu, c'était dit tout à l'heure. Mais cette notion-là, elle est reprise dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette valeur absolue, et elle est qualifiée par la notion de dignité inhérente et reconnue à tout membre de la famille humaine, tout membre. Elle y est même placée en position de fondement de la liberté, de la justice et de la paix. Ce n'est pas une notion vague, c'est une notion élaborée sur le fond dramatique de la Seconde Guerre mondiale, avec ces 2 procès, le procès médical de Nuremberg et le procès des dignitaires nazis. La dignité, ce n'est pas un vague mot, c'est un mot appelé sur un fond tragique. Il ne faut jamais oublier le tragique de l'existence. Donc ce n'est pas une notion vague, même si juridiquement elle pose problème. Cette dignité implique que les caractéristiques, notamment génétiques, les handicaps, les maladies d'un être humain, ne peuvent servir à définir des degrés de valeur et de respect, que les êtres humains doivent être aussi aidés, voilà, les êtres humains doivent être aussi aidés à ne pas s'identifier eux-mêmes à une maladie, à un handicap ou à une catégorie socio-pathologique, qui doivent être avant tout accompagnés comme des sujets non réductibles à leur maladie. Les psychologues et les associations de malades insistent beaucoup sur ce point. C'était un leitmotiv dans ce que j'ai entendu précédemment, ne pas s'identifier à. Et c'est une tentation. La prévision des maladies s'accompagnera de budgets prévisionnels estimant les coûts provoqués et économisés. On en a vu tout à l'heure l'illustration et le bien fondé. Mais la référence à la dignité implique de ne pas utiliser les analyses statistiques pour instrumentaliser les personnes malades ou, plus subtilement, faire pression sur elles directement ou indirectement en mettant en avant les calculs des dépenses présentes et à venir effectués au détriment de la communauté. Vous nous coûtez cher. Cette dignité implique encore que l'intimité de la personne, une intimité caractéristique d'un être doué d'esprit et d'intériorité libre, soit respectée avec ses conséquences, droit de savoir, droit de ne pas savoir, confidentialité, non-discrimination. Je dis souvent, l'Église est en retard, évidemment, sur des tas de choses, mais Pie XII, en 1952, avait déjà dit que, finalement, le médecin n'avait aucun droit sur le patient, sauf ceux qui voulaient bien lui accorder. 1952, c'est bien à l'avant la loi du 4 mars 2002. Cette dignité implique que les conditions régulant la jeunesse de la personne ne soient pas organisées politiquement pour écarter systématiquement, notamment par le tri embryonnaire, certaines personnes en raison de leurs caractéristiques prévues et programmées.
L'extension des techniques de diagnostic prénatal non invasif et diagnostic préimplantatoire risque en effet d'instaurer un eugénisme libéral. La prévision peut conduire à une présélection. Qui pourra contrôler l'extension de la liste des maladies estimées d'une particulière gravité? Qui pourra contrôler l'extension des handicaps jugés majoritairement comme socialement inacceptables, notamment les handicaps mentaux, socialement inacceptables? Comment allons-nous continuer à signifier que tout être humain doit être voulu pour lui-même en raison de sa dignité et de sa liberté? Comment allons-nous non seulement garantir la liberté des parents d'accueillir un enfant handicapé, mais aussi l'aide pour les éduquer? Comment allons-nous résister au pouvoir normalisateur des standards et des stéréotypes de la vie réussie? Parce que ça peut s'installer. On fait l'éloge de la diversité, mais en fait, on a des standards, des stéréotypes de la vie réussie. Voilà. Donc, là, vous comprenez la dimension critique. Le second élément qui dessine l'horizon de la vie bonne est celui de l'espérance, ça a été dit aussi, comme force inventive face à l'adversité et même d'inéluctable. Nous avons besoin de temps, d'espérance et d'accompagnement pour assumer les pertes, les traumatismes, les deuils issus de la maladie déclarée ou prévue, ou encore provoqués par les accidents de la vie. Les psychologues le savent autant que les religieux, ça a été dit aussi. La prédiction risque d'enfermer dans une information impossible à élaborer psychiquement, d'emmurer dans une pathologie ou un malheur prévu ou prédit, de provoquer une sidération si elle n'est pas un processus accompagné, ouvrant aussi des possibles, une espérance, ça a été dit, un être avec dans l'adversité. Je serai là, vous avez dit. Au mot trop souvent fataliste de prédiction ou prévision, il faudrait donc préférer celui d'annonce. Une annonce accompagnant la personne dans l'intégration souvent ambiguë de l'information et dans la mise au jour de nouvelles formes de vie possibles, c'est-à-dire au moins, peut-être, un autre rapport à soi-même. Déjà, c'est ça la vertu de l'accompagnement. C'est là, me semble-t-il, une interprétation des livres prophétiques qui affirme et encourage une espérance inventive devant les impasses personnelles, sociales et politiques. Le troisième élément, si j'ai encore 2 minutes ? 2 minutes. Très bien. Le troisième élément qui dessine l'horizon de la vie bonne est celui de la justice. Il faudra pouvoir continuer à articuler l'autonomie, la confidentialité, avec les nécessités croissantes d'information de la parentèle, comme en témoigne la loi du 7 juillet 2011 et le décret qui a été cité tout à l'heure de juin 2013, relative aux conditions de la mise en œuvre de l'information de la parentèle dans le cadre d'un examen des caractéristiques génétiques à finalité médicale. Durcir encore l'obligation juridique d'informer la parentèle pourrait nous déposséder de la responsabilité éthique d'informer. Voilà. Je passe sur ce qui a été dit sur le conseil génétique. Voilà. L'exigence de justice devra aussi veiller à ce que les informations génétiques prédisant des évolutions graves n'entrent pas progressivement dans les informations nécessaires au contrat d'assurance ou au contrat d'embauche. C'en serait alors fini de notre modèle de solidarité dans la maladie et de l'exigence de la fraternité républicaine inspirée, évidemment, de la fraternité chrétienne. Enfin, l'exigence de justice me semble requérir de ne pas imposer progressivement aux êtres humains à venir des caractéristiques prédéterminées par une volonté commune d'éliminer le handicap ou la maladie grave. Prévoir ne serait plus tenter de remédier à des pathologies, mais prédéterminer des conditions à remplir pour accéder au monde commun. Comment penser alors la liberté des futurs citoyens ? En acceptant de moins en moins ceux qui ne sont pas conformes, comment accepterons-nous alors les accidentés de la vie, les victimes de mutations génétiques non prévisibles, les personnes fragilisées par d'autres maladies ? Prévoir une société juste, c'est voir et construire la société à partir des plus vulnérables, ceux qui ont le plus besoin de la solidarité nationale et qui nous obligent, comme le professeur Hirsch l'a dit, je signerai ce qu'il a dit. C'est un des enseignements constants du christianisme et une source de sa créativité dans le soin, puisque la parabole du jugement dernier identifie l'action en faveur du plus petit et l'action en faveur du Christ. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand on croit à ça, on se mobilise dans le soin. Et enfin, régulation des pratiques. C'est avec ce travail de la raison et la proposition d'un horizon de la vie bonne que les chrétiens souhaitent participer à la régulation des pratiques, avec, j'y insiste, les associations de malades trop souvent oubliées. La régulation internationale devient une tâche particulièrement nécessaire au moment où le nouvel outil de génie génétique CRISPR-Cas9 est déjà utilisé en Chine
pour faire des expérimentations de thérapie germinale sur les cellules embryonnaires. Parce qu'elle suscite un espoir parfois démesuré de remédiation aux maladies génétiques, la médecine prédictive exige un surcroît de raison publique, d'espérance partagée et d'horizon commun de la vie bonne pour que tout être humain, quelle que soit sa pathologie, puisse encore, avec tous les autres, désirer, espérer, aimer. Je vous remercie.